Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue parmi nous. Je vois des habitués, mais aussi de nouvelles têtes. Bonjour les habitués. Donc nous organisons ici à la Grande Loge de France, à l'initiative de notre grand maître Thierry Zaveroni, tout un programme de rencontres culturelles ou de rencontres qui permettent d'éclairer nos réflexions sur la situation du monde. Bien sûr, la Grande Loge de France n'a pas vocation à prendre de position politique ou sociétale sur telle ou telle question. En revanche, elle considère être dans ce rôle en permettant d'éclairer la réflexion sur des thématiques qui nous concernent tous. C'est dans ce cadre-là que nous avons cette année, pour ces petits déjeuners mensuels en jeux et perspectives, un fil directeur qui est l'humain, le vivant, la planète, pour lequel nous avons invité des personnalités d'horizons extrêmement variés, justement pour nous permettre d'avoir des points de vue au sens strict, c'est-à-dire de partir d'un endroit différent pour éclairer ce sujet. C'est ainsi que nous avons reçu au mois de janvier le professeur Jean-Jacques Hublin, un paléoanthropologue qui nous a parlé de l'évolution de l'humain et de la tyrannie du cerveau. C'est ainsi que nous avons reçu en février Joseph Chovanec, qui est intervenu sur le thème l'autisme, un autre regard sur le monde. Nous aurons au mois d'avril le professeur Philippe Sansonetti de l'Institut Pasteur et du Collège de France, qui est un spécialiste des microbes, qui a intitulé son propos à l'ère de l'Anthropocène, l'homme victime de lui-même. Et il parlera de la responsabilité humaine dans la transmission d'un certain nombre d'épidémies et de pandémies. Et puis, j'attends encore sa réponse, mais j'espère que nous aurons au mois de mai Gaspard Koenig, un philosophe libéral qui a sorti récemment un livre sur réconcilier la liberté et la nature. Mais aujourd'hui, nous avons un point de vue écologiste sur le sujet de l'humain, le vivant, la nature, en accueillant Marine Calmet. Marine est une avocate, une juriste et présidente de l'association Wild Legal, qui veut pas dire le droit sauvage, mais bon, peut-être, pourquoi pas, et qui a beaucoup travaillé sur les forêts primaires, sur la Guyane, sur l'Afrique, et à laquelle j'ai demandé de nous tenir un propos sur la pertinence d'avoir une personnalité juridique pour le non-humain. Vous savez qu'il y a eu des questions en débat sur ce type de sujet à propos de montagne, à propos de rivière, et pour nous Parisiens à propos de la Seine. Et ça me semblait intéressant d'avoir un sujet de réflexion de ce type. Alors sans plus tarder, Marine, je te cède la parole pour une petite demi-heure. Ensuite, nous aurons questions-réponses et on essaiera de finir, comme à l'accoutumée, à 9h45. Notre très respectable grand maître Thierry Zaveroni dira quelques mots de conclusion. Marine, à toi. Alors, ravie déjà, merci pour l'invitation et pour l'honneur de pouvoir parler devant vous ce matin. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas un long cours de droit de l'environnement. Il est trop tôt, beaucoup trop tôt pour ça. Donc je vais plutôt... ça n'empêchera pas que je vais commencer tout de suite par une entrée en matière pour que vous compreniez depuis où est-ce que je m'exprime et quel est ce fameux point de vue qui est le mien. Tu l'as dit, j'ai beaucoup travaillé en Guyane française auprès d'autres peuples et d'autres cultures que la nôtre. Et donc, je voulais commencer ce matin par un extrait. Alors, je m'excuse parce que c'est un de mes derniers livres, mais qui n'est pas à l'extérieur, qui s'appelle Décoloniser le droit et que j'ai eu la chance de coécrire avec Marin Schaffner et qui comporte, c'est un texte anniversaire pour les 40 ans du discours de Félix Thiouka. Félix Thiouka, c'était un des premiers leaders autochtones de Guyane qui... En 1984, tient un discours dont je vais vous citer quelques extraits. Lui, il est donc enfant, victime de la colonisation française, un des premiers à passer par l'école de la République. Et il se soulève et il fédère les 6 nations autochtones de Guyane.
Voilà quelques extraits. La négation de l'autre, de sa spécificité et de ses droits a toujours été une des caractéristiques de la suffisance des peuples européens, se considérant comme les porteurs de flambeaux de la seule vraie civilisation et de la seule vraie foi. Dans cette perspective ethnocentrique, nos terres étaient à conquérir, nos peuples à civiliser, selon votre système de valeurs. Malgré tous vos efforts pour nous assimiler, à votre civilisation, nous avons pu y résister victorieusement. Nous ne voulons pas, ou nous ne voulons plus devenir des Français comme les autres, ou même à part entière. Nous voulons obtenir la reconnaissance de nos droits aborigènes, c'est-à-dire la reconnaissance de nos droits territoriaux, de notre droit à demeurer amérindiens et à développer nos institutions et notre culture propre. Vous nous avez écrasés sous le rouleau compresseur de votre progrès en technologie, vous nous avez ignorés en tant que peuple, en tant qu'individus détenteurs de droits égaux aux vôtres. Vous avez envahi nos territoires et pillé nos ressources en ignorant notre droit le plus fondamental qui est de continuer à vivre de nos terres. En retour de nos ressources, vous nous avez montré qu'ignorance et mépris. La nature de nos rapports à la terre et ses ressources qui fondent notre droit amérindien se révèlent fondamentalement différentes de la vôtre. Nos principes de droit se fondent d'abord sur les besoins de la collectivité et ont pour but d'assurer à tous un égal accès à la terre et à ses ressources. De là, le souci de préserver la nature et d'assurer le renouvellement constant de ses ressources au profit de nos frères et pour le mieux-être des générations futures. Nous constatons que votre droit est fondé sur des principes tout à fait inverses. Il doit assurer à des intérêts individuels ou corporatifs la jouissance exclusive de la terre et de ses ressources au détriment d'autres membres du même groupe, de la même société. Il n'est pas difficile de constater qu'un tel système conduit d'une part à l'abus des ressources renouvelables et non renouvelables et à leur gaspillage, et d'autre part à une répartition fort inégale de la richesse collective. Nous ne voulons pas accepter ce modèle de société qui est le vôtre et demeurons fidèles à notre modèle de société communautaire dans lequel les droits collectifs priment sur les droits individuels. C'est une entrée en matière, mais pour vous expliquer qu'il y a d'autres modèles juridiques qui m'ont, au cours de mon parcours, été offerts de découvrir et d'essayer de comprendre. Parce que ce qui m'intriguait justement en allant en Guyane française, c'était d'essayer de concevoir qu'il pouvait coexister sur notre planète, en réalité, des façons de voir le monde et d'organiser nos sociétés totalement différentes de celles qui nous sont offert de découvrir depuis la naissance, et notamment lorsqu'on passe par l'université de droit, des modèles qui nous sont enseignés souvent comme étant la seule et unique manière de voir le monde et de construire et de faire société, alors qu'il en existe de multiples. Et c'est d'autant plus frappant quand sur un territoire comme celui de la France coexistent en réalité des mondes juridiques et des modèles très différents et qui ont bien souvent beaucoup de mal à s'entendre et à se comprendre. Et donc, voilà comment moi j'aborde la question des droits de la nature comme une nouvelle réflexion aussi pour essayer de composer les mondes. Parce qu'il y a deux choses très importantes dans les extraits que je viens de vous lire. D'une part, le sentiment d'être nié dans son existence pour ces peuples qui ont été colonisés. Et d'autre part, ce droit occidental incapable de répondre à l'effondrement du vivant. Premier point, donc, sur cette négation de l'autre. Cette négation de l'autre, c'est l'artifice de la colonisation. C'est-à-dire le fait, quand nous sommes arrivés en Guyane française, de déclarer ces terres terra nullius, terre de personne, terre inhabitée. C'est très intéressant, à la fois d'un point de vue de la construction du droit colonial, on nie la présence de l'autre sur ces terres pour mieux se les accaparer, pour mieux mettre la main dessus. Et par là, on nie l'existence d'autres cultures, d'autres organisations sociales. On impose un droit qui efface l'existence de droits antérieurs. C'est bien pratique, évidemment. Et dans le développement des droits de la nature, et notamment dans un très bon ouvrage, celui de Christopher Stone en 1972, ce professeur de droit américain, qui est un des grands penseurs du mouvement des droits de la nature, revient justement sur cette négation de l'autre et sur les conséquences directes que cela a sur la personnalité juridique. Il revient évidemment sur la question de la personnalité et du régime juridique attaché aux esclaves noirs, qui sont considérés non pas comme des humains, mais comme du bétail, comme de la force de travail.
Il revient également sur le statut des Juifs dans le droit britannique. Il y a très longtemps, les Juifs étaient considérés au même titre que les cerfs et les chevreuils, comme des êtres sauvages par nature. Il revient également sur le statut des femmes, qui juridiquement sont considérées comme des êtres inférieurs, des incapables majeurs, qui ont le même statut il y a encore très peu de temps finalement que les enfants, que les personnes placées incapables de répondre en fait de leurs actes. Il y a un parallèle qui me frappe toujours, c'est une citation de Gisèle Halimi dans sa plaidoirie justement en 1972, la même année justement que l'édition du texte de Christopher Stone. Elle plaide, vous savez, dans cette affaire d'avortement illégal face à un parterre exclusivement composé d'hommes, en rappelant que dans le premier code civil, le code Napoléon, il est écrit que la femme est donnée à l'homme comme l'arbre fruitier est donné au jardinier, pour lui faire des enfants. Évidemment, la question de la relation en fait juridique a très longtemps été conditionnée par nos relations d'usage et en fait une conception utilitariste que nous entretenons à l'autre. L'homme noir comme une force de travail, la femme comme une force de production également par son ventre. Et évidemment, Christopher Stone souligne cette évolution progressive de la question de l'acquisition d'une personnalité juridique, de la fin de la négation de l'autre dans l'altérité qui se construit progressivement. Il amène cette idée, évidemment, pour nous faire comprendre que les droits de la nature sont un sujet qui doit émerger, qui doit être pris en considération, parce que cette négation de l'autre, cette exclusion de la sphère politique, conduit irrémédiablement, justement, à cette crise écologique que nous connaissons aujourd'hui, car nous sommes incapables de prendre en connaissance, de considérer l'autre, autre qu'humain, pour ce qu'il est et dans ses besoins propres, parce que nous concevons notre relation à lui uniquement par ce fameux prisme utilitariste et descendant. Alors le mouvement des droits de la nature, il s'est construit autour de cette idée de justement d'élargir les frontières de notre considération. Je vous l'ai dit, il a été conçu dans les années 70. En fait, il est aussi très présent dans la pensée, par exemple, d'Aldo Leopold, un philosophe, un des premiers à poser les questions d'éthique environnementale, mais aussi très présent, évidemment, dans d'autres conceptions, d'autres modèles de culture, d'autres modèles de croyances. Chez Vandana Shiva, par exemple, qui est une leader activiste en Inde et qui est très engagée sur les questions de protection de la terre, de protection des paysans, des semences. Il y a cette idée qu'elle rappelle toujours dans la tradition hindoue de grandes familles des vivants, de fraternité. Fraternité qu'on retrouve aussi chez Saint François sur la fraternité entre les créatures, mais qu'on retrouve aussi du coup chez les peuples andins, dans la tradition de la Pachamama et de la grande famille des vivants. Et en fait, cette relation et ce fil rouge qui nous unit aux autres qu'humains est présent dans énormément de manières de concevoir le monde, justement non pas par ce prisme utilitariste, mais par un nouveau prisme de relation à construire avec l'autre avec qui nous cohabitons sur cette planète. Et en Équateur, ça a été vraiment justement l'élément déclencheur de la reconnaissance juridique des droits de la nature, puisque l'Équateur est véritablement le pays pionnier dans lequel cette histoire a vraiment pu démarrer pleinement. C'est en 2008 que l'Équateur, parce qu'il y a eu un momentum, la révision et l'adoption d'une nouvelle constitution, l'Équateur a inscrit les droits fondamentaux de la Pachamama, de la terre nourricière, dans l'article 71 de sa constitution, en précisant que la terre-mère a le droit d'exister, le droit au respect de ses cycles vitaux. Et grâce à cette jurisprudence, aujourd'hui, on bénéficie, je dirais, d'un grand recul sur la transposition qu'en fait le juge dans notre monde face à nos enjeux. Ça a permis notamment d'annuler certains permis miniers, pétroliers, notamment par exemple dans un cas très intéressant, celui de la forêt de Los Cedros, qui était en danger du fait de 2 permis miniers délivrés dans ce territoire. Et le juge constitutionnel s'est saisi de cette affaire pour rappeler que les droits de la nature et la reconnaissance et leur inscription dans la Constitution ne sont pas
une métaphore, ne sont pas un effet de style, mais qu'en fait, les droits de la nature contraignent chaque personne, personne publique, personne privée, à les respecter. Et le juge a annulé purement et simplement ces permis miniers dans la forêt sur de nombreux motifs, mais notamment l'incompatibilité avec les droits fondamentaux de la forêt elle-même et de tous les habitants de la forêt, humains et autres qu'humains. Récemment, on a eu une très belle décision aussi, je vous la cite parce que cette année, vous savez, en France, nous accueillons la conférence des Nations Unies sur l'océan, au mois de juin, à Nice. Il y a quelques mois, la Cour constitutionnelle équatorienne, encore une fois sur le fondement des droits de la nature, est venue valider une loi qui a été adoptée, qui interdisait purement et simplement toute activité de pêche industrielle dans les 8 milles du littoral. Donc les premiers kilomètres du littoral équatorien, ce qui a énormément fâché évidemment les industries de la pêche. Mais la Cour constitutionnelle est venue rappeler que cette protection du littoral est d'une part compatible et nécessaire à la protection des droits fondamentaux des écosystèmes marins, mais aussi absolument nécessaire pour protéger les populations locales qui vivent de la pêche artisanale vivrière. Donc vous voyez, le juge tend à développer un argumentaire qui repose la question de quelles sont les activités qui sont légitimes, quelles sont les intrusions qui sont proportionnelles dans les droits des autres qu'humains. Et cette question de la proportionnalité, elle est essentielle. Il ne s'agit pas de sanctuariser le vivant, il s'agit de trouver un juste équilibre qui ne mène pas à une dégradation massive et irréversible des écosystèmes dans lesquels nous nous trouvons. Autre exemple et autre choix stratégique, l'exemple de la Nouvelle-Zélande, où, au lieu de reconnaître de manière globale les droits fondamentaux de la nature dans la Constitution, le pays, sous l'influence des mobilisations des peuples maoris, a choisi, par le biais de la loi, d'énoncer les droits fondamentaux de divers écosystèmes sacrés et essentiels à la culture maori. Un des premiers a été le parc Te Uevera, ensuite le fleuve Wanganui, qui a 2 gardiens, qui sont les visages humains du fleuve, selon le texte de la loi, et récemment le mont Taranaki, qui est une montagne sacrée pour les peuples maoris, et qui est désormais non seulement une personne juridique, mais qui est aussi considéré juridiquement comme l'ancêtre de ces peuples, et donc cette loi vient valider ce sentiment de quasi-filiation, cette identification qu'il y a entre ces peuples et leur milieu de vie. D'ailleurs, c'est un des mouvements, celui de Nouvelle-Zélande, qui a profondément aussi influencé l'émergence des droits de la nature en France, parce que c'est sur l'exemple de la Nouvelle-Zélande que les autorités coutumières des îles Loyauté ont écrit leur premier code de l'environnement. Vous le savez, en France, il y a donc différents statuts constitutionnels pour les territoires ultramarins, et les îles Loyauté ont la possibilité d'écrire leur propre code de l'environnement. En Nouvelle-Calédonie, ils ont aussi la possibilité d'avoir un code civil différent d'une autre. Et saisis de cette progression du mouvement des droits de la nature en Nouvelle-Zélande, les autorités coutumières de Nouvelle-Calédonie ont introduit dans le code de l'environnement des îles Loyauté le principe unitaire de vie, qui reprend dans ses fondements aussi cette idée que nous ne pouvons pas être pensés en dehors de notre milieu, car notre propre vie, notre existence est liée culturellement, biologiquement, au milieu dans lequel nous habitons. Et ils ont énoncé aussi, et parce que dans les îles Loyauté, ce sont des peuples totémistes qui se rattachent donc aux requins notamment et aux tortues, ils ont essayé d'y inscrire aussi les droits fondamentaux des requins et des tortues en créant de nouvelles entités naturelles juridiques, donc leur reconnaître la personnalité propre en tant qu'autre qu'humain. Malheureusement, c'était une tentative courageuse, mais qui a été découragée par le Conseil d'État, qui a renvoyé la question devant l'Assemblée de Nouvelle-Calédonie, parce qu'il a estimé que la création de nouvelles personnes relevait du droit civil et non du droit environnemental, et que le droit civil était de la compétence, non pas de l'Assemblée des îles Loyauté, mais de l'Assemblée de Nouvelle-Calédonie. Et donc, il s'agit d'une mobilisation en cours et de travaux qui vont prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais qui sont sur la table. Et pour revenir à nous, et peut-être un exemple plus proche de ce qui se passe ici en France métropolitaine, il y a maintenant 3 ans déjà, l'Espagne a été le premier pays à reconnaître par la loi un écosystème comme un sujet
titulaires de droits fondamentaux. Le cas de la Mare Ménor. La Mare Ménor, c'est un écosystème lagunaire dans l'état de Murcie, donc dans le sud-est de l'Espagne, qui, grâce à une mobilisation des citoyens, après de nombreuses vagues de pollution qui avaient conduit à l'eutrophisation, c'est-à-dire à la mort massive en fait des poissons dans cette lagune, les citoyens ont utilisé un outil qui leur sert pour la démocratie directe, ce qu'on appelle l'initiative législative citoyenne. C'est une sorte de pétition. Au-delà d'un demi-million de signatures, on peut directement saisir le Congrès espagnol. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont obtenu plus de 600 000 signatures. Et ils ont demandé la reconnaissance des droits de leur lagune. Et non seulement le Congrès espagnol a adopté cette loi à la quasi-unanimité, mais en plus, on en a eu il y a quelques mois une validation par le Conseil constitutionnel espagnol. Il faut avoir en tête qu'en fait, face à cette victoire juridique, est monté immédiatement au front, je dirais, le Vox, vous savez, le parti d'extrême droite espagnol, qui a immédiatement attaqué la loi devant le Conseil constitutionnel pour faire valoir que les droits de la nature n'étaient pas compatibles avec les droits humains et qu'il y aurait forcément concurrence entre les deux. Et le Conseil constitutionnel est venu écarter cet argument, l'a refusé, en soulignant au contraire qu'il ne pourrait y avoir de protection de la dignité humaine demain, sans conservation et sans protection des droits fondamentaux de nos milieux de vie, car il ne peut y avoir de dignité humaine dans un milieu dégradé. Et je pense que c'est une conclusion parfaitement inspirante pour nous aussi, parce que avec l'effondrement de nos milieux de vie, nous confirmons tout simplement que la vie humaine est elle-même menacée. À la fois notre droit à la santé les plus élémentaires, le droit de respirer un air sain, de boire une eau non polluée par des éléments chimiques éternels, ou d'autres sujets comme nous avons en ce moment dans l'actualité de tous les jours quasiment. Et donc c'est pour ça que, avec l'association Wild Legal, que j'ai cofondée en 2019, nous nous sommes donnés justement comme objectif, comme mission, de faire reconnaître les droits fondamentaux de la nature en France. Notre choix a été stratégiquement de partir des territoires, de développer localement avec des pionniers, avec des associations de protection de l'environnement, avec des gestionnaires de réserves naturelles, avec des acteurs dans les parcs, mais aussi dans les villes, dans les grandes villes de France, eh bien, de développer des nouveaux outils juridiques, de sensibiliser les citoyens, les habitants des villes et des campagnes à cette question de nouvelles formes de cohabitation avec les autres qu'humains, en développant à la fois des outils de sensibilisation, mais aussi en influençant directement le droit de la planification et d'autres outils qui sont à notre disposition. Pour ça, on a lancé il n'y a pas tant de temps que ça un projet de formation en ligne sur les droits de la nature pour rendre accessible l'ensemble de ces savoirs et faire en sorte justement de diffuser le plus massivement possible ces nouveaux outils juridiques, parce qu'en ce moment, je pense qu'on a besoin de solutions. On a besoin de trouver aussi de nouvelles stratégies pour dégager un horizon désirable en matière d'écologie. Mais en fait, quand on parle de transition écologique, on parle de la transition de toute notre société et de l'évolution vers le mieux-disant de la protection, notamment des plus vulnérables. Et donc, ce projet de formation en ligne va être aussi adossé à une plateforme d'action et de sensibilisation où seront disponibles tous les outils que nous avons développés dans les territoires pour qu'ils puissent être répliqués par d'autres que nous ailleurs et utilisés justement au fin de faire valoir les droits de la nature et de renforcer ce sentiment d'appartenance aux autres vivants dont nous avons, à mon sens, grandement besoin pour répondre de manière plus structurelle aux enjeux de notre époque. Et je conclurai là-dessus parce que aujourd'hui, le mouvement des droits de la nature est aussi, je vous l'ai dit, profondément ancré dans des considérations d'éthique environnementale, de philosophie, mais il est aussi un outil directement considéré par les scientifiques qui travaillent sur la biodiversité. Il y a un rapport vraiment que je vous conseille, le dernier rapport de l'IPBES. Donc l'IPBES, vous savez, c'est la plateforme internationale des experts sur la biodiversité. Ces experts planchent activement à trouver des solutions face à l'effondrement du vivant, et tout en fixant en fait un cap à l'horizon 2050. Et dans le dernier rapport qui a été publié avant Noël, ces experts de la biodiversité soulignent qu'il y a 3 freins, 3 obstacles en matière de protection de la biodiversité. D'une part, la rupture entre l'humain et la nature.
cette fameuse relation de domination que nous entretenons avec le vivant, qui est un premier obstacle. La concentration des pouvoirs et des richesses entre la main de quelques-uns. Je pense que l'élection de Trump et ce qui se passe aux États-Unis autour d'Elon Musk est un très bon épiphénomène illustrant malheureusement cet écueil de la concentration des pouvoirs et des richesses. Et le troisième défi à relever est celui des institutions et de la prise de décision trop court-termiste et trop centrée sur les intérêts économiques dans nos institutions et dans notre monde politique. Et donc pour répondre à ces trois défis, l'IPBES pointe que la dynamique des droits fondamentaux de la nature apporte une réponse, notamment sur le plan de la réconciliation entre l'être humain et la nature, mais aussi sur le plan des institutions pour justement inclure les autres qu'humains dans cette sphère qui aujourd'hui les écarte dans leurs intérêts, dans leurs besoins, de la prise en considération dans nos choix politiques. Ce travail-là, il repose notamment sur un autre rapport de 2022 qui s'appelait Valeurs et valorisation de la nature et qui explique, grâce à des considérations sociologiques, ce qui nous différencie, nous, notre société occidentale, d'un rapport à la nature très descendant, à la fois patrimonial, comme on retrouve dans notre charte de l'environnement, à savoir que notre texte constitutionnel qui touche à l'environnement souligne que la nature est le patrimoine des êtres humains, dont elle exclut donc les autres qu'humains, et un rapport de domination par l'usage, donc la propriété qui guide en fait les différents statuts que nous accordons à la nature, là où d'autres civilisations, d'autres cultures entretiennent un rapport totalement différent, comme le montre par exemple le discours de Félix Chiuca. Et donc ce rapport de l'IPBES pointe quelque chose de très intéressant en soulignant la différence entre vivre de la nature, vivre dans la nature, ou alors vivre avec la nature et comme la nature. Donc c'est un rapport vraiment très intéressant pour comprendre ce qui fait nos relations, mais aussi ce qui fonde les piliers de notre société. Sur quelles valeurs nous accordons-nous en tant que société? Comment concevons-nous notre rapport aux autres? Est-ce dans la fraternité? Et cette fraternité, à qui s'adresse-t-elle? Est-ce uniquement pour ceux qui sont des Français? Est-ce que cette fraternité s'adresse aux autres? Et sommes-nous en capacité demain d'élargir encore plus cette fraternité à ceux qui ne nous ressemblent pas, à ceux qui n'ont pas deux mains, deux bras comme nous, donc qui ont peut-être des feuilles, des ailes, des nageoires, et serons-nous en capacité justement de tisser ces nouvelles interrelations avec eux en fraternité? Voilà, je m'arrête là. Merci Marine. On en vient presque à François d'Assise. Je ne m'y attendais pas à cette arrivée. Alors, comme les premières questions sont toujours un peu difficiles à sortir, moi j'ai deux sujets qui m'interpellent dans cette intervention extrêmement intéressante et qui nous change de nos sentiers battus. La première, c'est justement cette ressemblance humain non humain dont tu parles, qui part de l'idée que la nature est bonne, mais est-ce que la nature n'est-elle pas neutre? Et est-ce que la fonction de l'être humain, est-ce que la vie de l'humanité est quand même le fruit d'une transformation permanente de la nature, alors qu'il peut être dans l'excès avec le pillage, mais sans la charrue de l'agriculteur dans la terre, qui éventre la terre et qui doit en souffrir de cette charrue, il est difficile de manger. Et donc quelle est la limite? Je pense que personne contestera l'idée que le pillage des ressources est un drame quand il existe. Mais en revanche, la transformation de la nature et le travail humain sont
sont la base des différentes civilisations, quelles qu'elles soient, y compris autochtones. Et ma deuxième question revient plutôt au juridique, parce que moi, je sais que je peux rester en justice, je sais que je peux choisir mon avocat, mais je sais que mon voisin ne peut pas rester pour moi. Et qui va décider de qui est fondé à ester pour le champ de l'agriculteur que cette méchante personne défonce avec sa charrue, vu que le champ, lui, ne peut pas rester en justice. Qui a la faculté théorique, juridique, éthique, de pouvoir parler à la place d'un non-humain? Bon, allez, je me tais maintenant. Donc, dans le développement des droits de la nature, effectivement, cette question de quelle est la limite de notre interaction avec le vivant, au-delà desquelles on peut considérer valablement que les droits de la nature sont violés, c'est-à-dire où la légitimité de notre interaction avec la nature est questionnée. Et donc, le juge équatorien a développé tout un tas de principes très intéressants qui permettent justement d'évoquer à la fois le rapport de force qu'il y a au sein de tous les écosystèmes, parce que l'être humain et sa charrue, c'est une chose, mais l'aigle et le lapin ne sont pas aussi les relations les plus harmonieuses. Le juge, en fait, a une analyse, il a énoncé un principe qu'il appelle le principe d'interprétation écologique, où en fait, au lieu de se concentrer uniquement sur les droits individuels, le droit de se nourrir, les droits, tous les droits qui touchent en fait aux besoins essentiels, il évalue aussi et y ajoute la question du bien-être du milieu lui-même et de son évolution constante. Et donc, il rappelle dans cette fameuse jurisprudence le Cedros dont je vous parlais que compétition, amensalisme, antagonisme, mutualisme, symbiose, et donc des comportements qui sont à la fois considérés comme positifs entre des individus et d'autres comportements qui sont au contraire de l'ordre de la compétition ou de la prédation sont existants, pas que entre êtres humains et les autres qu'humains, mais entre autres qu'humains eux-mêmes. Et donc il a de toute façon cette analyse assez subtile de qu'est-ce qui est de l'ordre de ce qui se passe dans un écosystème en bonne santé et de l'ordre de ce qui dépasse justement les capacités. Alors il a énoncé ce qu'on appelle le principe de tolérance écologique. Si l'activité en elle-même est au-delà de ce seuil de tolérance, c'est-à-dire si par le fait de l'activité humaine, le milieu ne peut plus être en capacité d'exister, de vivre, de se régénérer, dans ce qu'il y a de fortes chances pour que cette activité soit incompatible avec les droits fondamentaux de la nature. C'est le cas, par exemple, d'activités minières dans une forêt tropicale humide encore plus, parce que la diversité des interactions, la complexité du milieu fait qu'on n'a tout simplement aucune idée de ce qu'on est en train de détruire lorsqu'on y exerce des activités. Et c'est très intéressant parce que dans le droit équatorien, il y a ce que nous avons ici en France, le principe de précaution, sauf que le juge en fait une application beaucoup plus précise en disant, dans cette affaire, nous ne connaissons pas la plupart des espèces présentes dans cet écosystème. Et pourtant, l'objectif est déjà de la détruire. Il s'agit donc d'appliquer correctement le principe de précaution en reposant tout simplement cette réflexion en disant aucune des parties prenantes, ni les scientifiques, ni l'entreprise, n'a pu démontrer les impacts réels des activités minières dans cette forêt tropicale humide. Il s'agit donc d'en prévenir, en fait, les conséquences. Et le juge équatorien va vraiment poser toujours la question de la légitimité, de la proportionnalité de l'action dans le milieu lui-même. Et donc, des besoins essentiels versus justement une activité économique et spéculative et d'intérêt corporatiste qui ne se définissent pas par leur intérêt pour le groupe, pour la sauvegarde du groupe. C'est ce qui est très différent, justement, et c'est ce que soulignait très bien Félix Tchouka aussi il y a 40 ans. C'est-à-dire, l'activité exercée est-elle au bénéfice du groupe ou se fait-elle au détriment de tous
et pour des intérêts corporatistes. Et donc, il y a évidemment une remise en question aussi du capitalisme moderne dans cette pensée-là. Et qui peut agir pour rester l'Équateur a fait le choix d'ouvrir à tous la possibilité de représenter la nature. Tous les citoyens équatoriens ont la possibilité de le faire depuis la révision de la Constitution. Dans la pratique, on le voit, c'est souvent des associations de protection de l'environnement qui le font parce qu'elles ont tout simplement les moyens, la possibilité d'aller chercher des expertises scientifiques pour appuyer leurs démonstrations, ce que ne peut pas forcément faire le citoyen, tous les citoyens. Christopher Stone avait aussi, dans son article en 1972, souligné une autre possibilité que je trouve très intéressante. Il faisait le parallèle entre les mécanismes mis en œuvre aujourd'hui pour la sauvegarde des entreprises. Vous savez, quand une entreprise va mal, le juge peut nommer un mandataire ad hoc, c'est-à-dire dans l'objectif soit de redresser l'entreprise, soit de la liquider correctement pour qu'il n'y ait pas trop de créances derrière elle. Christopher Stone dit, c'est intéressant d'imaginer qu'on pourrait aussi utiliser cette idée de mandataire ad hoc pour la nature. Quand l'État faillit à sa mission de sauvegarde d'une forêt, d'un fleuve, etc., qu'un citoyen ou qu'une association puisse saisir le juge pour faire nommer un mandataire ad hoc, pour que ce mandataire puisse sauvegarder les intérêts propres du milieu et que quelqu'un le fasse en réalité. Parce que ce que Christopher Stone constate déjà en 1972, c'est que trop souvent, l'État cède à ses intérêts court-termistes et économiques. Et que face à cela, alors même que et c'est inscrit dans notre droit français, l'État est censé être le garant de l'intégrité de notre territoire, de la sauvegarde de ce patrimoine écologique qui est consubstantiel de notre existence. Eh bien, la nécessité de penser justement cette représentation et donc forcément cette légitimité des intérêts, elle est évidemment essentielle. Et donc, de nombreuses stratégies sont possibles aujourd'hui. On le voit bien avec le réseau associatif en France, qui est très riche, qui est très varié, et heureusement qu'il existe, parce que justement, c'est grâce aux associations de protection de l'environnement aujourd'hui qu'on a une bonne et parfois difficile application des lois. Oui, merci Madame pour nous avoir sensibilisés au rôle du droit et du juge dans la protection de l'environnement. Moi, j'ai 3 petites questions que je vais essayer de faire courtes. Dans le texte de votre Guyanais, quand j'écoutais tout ce texte, je me disais finalement un autonomiste breton ou un autonomiste corse, pratiquement, il pourrait écrire la même chose. Ma première question sera, est-ce qu'il y a des séparatismes qui sont plus légitimes que d'autres, etc. Et puisque votre interlocuteur faisait, enfin, le texte que vous avez faisait clairement allusion à la notion de colonialisme, est-ce que vous, bon, et là ce sera un peu taquin, est-ce que vous condamnez le colonialisme du Danemark sur le Groenland, ce qui vous ferait un point commun avec Donald Trump, ce qui serait amusant? Et dernière question plus technique, là, la notion d'écocide. Dans la définition juridique, je crois, en France, je crois que c'est pas un crime, c'est plutôt un délit, voilà. Mais il y a 2 phrases qui sont importantes, c'est une atteinte volontaire et une atteinte grave. Bon, l'atteinte volontaire, on peut plaider, ça c'est assez facile à le déterminer. Par contre, l'atteinte grave, c'est quand même une appréciation très subjective, ce qui en fait quand même quelque chose qui est tout à fait à l'appréciation du juge, mais vous me direz que c'est toujours à l'appréciation du juge. Sauf que le terme de gravité, quand j'en coupe une fleur de mon jardin, certains pourraient considérer que c'est un crime abominable. Moi non, mais donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition de l'écocide? Voilà mes 3 questions. Ça fait beaucoup de questions. Le discours de Félix Tuka, il est ancré dans une réalité historique et la colonisation en Guyane. Est-ce qu'il y a des séparatismes légitimes? Les peuples autochtones de Guyane n'ont pas forcément, d'ailleurs, ne sont pas les plus actifs dans la demande d'autonomie pour le territoire guyanais, pas forcément les mieux représentés d'ailleurs. Et ce qui ressort de mon expérience, c'est plutôt que ce qu'ils demandent, c'était tout simplement d'être respectés. Et c'est très différent de démarches politiques d'autonomisation. Ils demandent simplement que des régimes juridiques, la reconnaissance de leurs droits, puissent émerger. La France, vous le savez, a participé à la rédaction de la Convention 669 de l'OIT, n'a jamais ratifié ce texte parce que notre, soi-disant, une incompatibilité dans notre Constitution
l'article 1er de notre Constitution française spécifiant que la nation est une et indivisible, et le Conseil d'État refuse sur ce fondement de reconnaître la présence d'autres peuples, car il n'y a qu'un peuple et il est français. Et eux, évidemment, opposent à cette lecture très restrictive et franchement un peu datée, je trouve, l'idée que, justement, ils ne peuvent pas cohabiter dans un système qui nie leur existence. Voilà la réflexion qui a animé, je pense, ce discours, et que j'ai vu aussi en 2017, en 2018 et en 2019 encore, en Guyane française, lorsque ce sujet était très présent suite aux mobilisations. Et sur le colonialisme, franchement, je peux pas vous répondre sur la situation du Danemark et du Groenland. Encore une fois, pour moi, il s'agit de cette question de comment on fait cohabiter des modèles d'organisation, des systèmes dans lesquels on laisse aux autres la capacité d'exprimer leur structure, leur culture. C'est ce que prévoient les conventions internationales, et c'est ce qu'on a énormément de mal à faire dans un système centralisé, et où finalement, comme en France, la domination sur d'autres territoires s'exprime aussi par le droit et par tout le modèle administratif mis en œuvre. Et sur l'écocide, effectivement, donc depuis la loi climat en 2021, l'écocide est un délit. Avec Wild Legal, nous portions un plaidoyer totalement différent, à l'appui aussi de la Convention citoyenne pour le climat, en demandant que l'écocide soit bien inscrit comme un crime, puisque d'une part, c'est ce qui fonde justement l'idée que l'écocide étant le crime le plus grave contre la nature, il était important que ce soit un crime qui est évidemment le crime le plus, le préjudice le plus grave contre la nature. Et ce qui est inscrit, ce n'est pas le caractère volontaire, mais intentionnel. L'intentionnalité étant conditionnée au fait de démontrer la volonté, effectivement, de nuire ou de causer le préjudice. Et en fait, c'est très difficile. C'est exactement la subtilité, c'est que le ministre de la Justice à l'époque nous opposait, il ne peut pas y avoir de crime contre la nature, d'une part parce qu'il ne voulait pas que ça finisse devant les cours d'assises, disant que les citoyens ne seraient pas à même de juger de ces crimes environnementaux, et d'autre part parce que l'intentionnalité est extrêmement difficile à démontrer en droit, parce que qui a finalement pour volonté de détruire la nature? Le problème est souvent pas là. C'est-à-dire que on détruit la nature parce qu'on n'a pas de considération pour elle. Dans un but qui est économique, le plus souvent, une entreprise va conduire à la destruction totale du milieu. Mais son but premier et l'intention qu'elle pose dans l'acte n'est pas de nuire à la nature, mais d'extraire les ressources minières. Et c'est aussi pour ça que le crime d'écocide est apparu suite à la guerre du Vietnam, après l'utilisation de l'agent orange sur les écosystèmes vietnamiens. Évidemment que l'idée de base n'était pas de nuire à cet écosystème forestier au Vietnam et de détruire les arbres. L'idée est évidemment de faire la guerre contre d'autres humains. Mais c'est à ce moment-là que le critère a émergé, et c'est exactement, et j'en viens au deuxième point, la question de la gravité, qui est déjà présent en fait dans les textes internationaux. Effectivement, c'est un concept large, mais qui permet une appréciation subtile en réalité et au cas par cas par le juge, qui est nécessaire parce que ça concerne en fait des dommages graves, étendus et durables. Il n'y a pas que le critère de gravité, mais de gravité, étendu au sens d'écosystème entier, et de durabilité, au sens qu'il se prolonge très longtemps dans le temps. Et donc, il ne s'agit pas effectivement de cueillir une petite fleur, mais bien au contraire d'impact massif et qui porte une atteinte structurelle dans le temps aux écosystèmes qui sont nécessaires à la vie humaine. Et donc voilà un petit peu les fondements. Et il faut laisser cette marge de manœuvre au juge, à mon sens. Et c'est ce que ne permet pas la définition du délit d'écocide tel qu'il a été inscrit malheureusement dans notre droit, et qui est parfaitement inefficace parce que il sera d'une part très difficile à démontrer avec sa définition actuelle, et les associations le pointent déjà du doigt. Il se limite à une très petite catégorie de délits environnementaux et qui ne couvre pas en réalité les autres crimes
Et avec Wild Legal, par exemple, nous avons travaillé sur les pollutions massives générées par Alteo Gardanne dans les calanques de Marseille, où en une dizaine d'années, eh bien, on a déversé des millions de tonnes de boue rouge dans un écosystème marin et qu'on l'a enseveli et tué à petit feu pendant des années. Et donc, du coup, il y a une disproportion entre le fait d'attenter peut-être à l'équilibre d'un petit écosystème local dans votre jardin et le fait de conduire à une dégradation massive et irréversible d'un écosystème entier. Ah, merci. Oui, bonjour. Merci pour votre intervention. J'ai une réflexion et en même temps une question portant sur la viabilité de nos institutions actuelles, à commencer par les institutions parlementaires et l'ensemble de ce qu'on, à la fois départemental, régional, communal, etc., qui me semble particulièrement réduite par rapport à la fois aux écosystèmes et à la manière dont nous faisons partie du vivant. Rien que la Seine ici, si on prend tout le bassin versant, l'aspect à la fois communal, métropolitain et régional Île-de-France me semble complètement tombé pour prendre en compte l'ensemble de ces de ces interdépendances et de nous inclure, nous réellement comme étant composantes à la fois agissantes, mais également totalement dépendantes, parce que nos pollutions nous tuent. Enfin, faudrait peut-être un petit peu le rappeler. Donc, pour être clair, je fais plus de tout de différence entre nature et humain. Je pense que nous faisons du vivant. Et au travers de votre discours, je pense que la notion même de parlement représentant la nation et les citoyens me semble relativement caduque. Et voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, alors qu'en France, nous avons notamment sur les commissions et les agences de bassin versant, des choses où on prend les choses quasiment de manière, alors certes, c'est encore interacteur assez systémique, et que dans la Convention citoyenne pour le climat, des citoyens se sont alliés avec à la fois les associations, mais également tout un tas d'experts scientifiques, etc., pour obtenir finalement des choses qui sont en dehors de la production législative et quasiment au top de notre pyramide des normes, voilà, pour faire de manière extrêmement différente, et que finalement nos institutions classiques ont été un petit peu incapables, et je pèse mes mots, d'en tenir compte. Et voilà, et je voulais savoir quelle était un petit peu votre pensée sur ces sujets. Merci. Je propose de donner la parole à une autre question, pour que ça circule plus facilement. Bien, merci pour votre intervention. J'ai 2 personnes de ma famille qui ont travaillé au service de conservation de la nature, et ils avaient fait classer dans le sud de la Corse des endroits qui étaient pour la nature et pour l'histoire, l'archéologie importantes. Or, ces mesures ont été acceptées, mais elles n'ont pas été respectées. Ils ont détruit un site archéologique et ils ont construit des pavillons. Donc, il y a des entrepreneurs et des investisseurs qui ont réussi à contourner les lois. Voilà. Bon, quant à la loi littorale, je pense que dans la région de PACA, n'est pas tellement respectée. Qu'en pensez-vous ? Merci pour la question sur nos institutions parlementaires, parce que ça me permet d'aborder le sujet de la Convention citoyenne pour les droits de la Seine, qui va s'ouvrir au mois d'avril à l'initiative de la ville de Paris, et suite à un travail que nous avons fait de sensibilisation à la fois de la citoyenne, mais aussi des élus de différents territoires avec Wild Legal. Cette question aujourd'hui de la représentation des intérêts autres qu'humains, forcément... elle pose aussi elle met en lumière à la fois la complexité de notre modèle administratif. Aujourd'hui, justement, beaucoup ignorent comment fonctionne notamment l'administration de l'eau, encore plus sur un bassin aussi étendu que celui de la Seine. Et parmi toutes ces institutions, qui a véritablement le pouvoir
d'agir et la capacité de représenter des intérêts autres qu'humains. Donc ça sera tout l'enjeu de cette convention citoyenne, de se poser ces questions-là. Dans le mouvement des droits de la nature, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que justement, à chaque territoire a été étudié des possibilités différentes. Au lieu de plaquer un seul et même modèle, peut-être parce que personne n'a trouvé le meilleur modèle, encore jusqu'ici d'ailleurs, des solutions innovantes ont émergé dans chaque territoire, et notamment en Nouvelle-Zélande, avec ces différents comités de représentants du fleuve, et en particulier l'exemple espagnol est vraiment très intéressant parce que sur cette lagune, il y a donc un tuteur légal qui est une structure qui représente la lagune et qui est composée d'un comité scientifique, les scientifiques énonçant les seuils qui doivent être atteints pour respecter les droits fondamentaux de l'écosystème. Donc le droit est directement rattaché à des faits scientifiques, à des études, et deux autres comités, un comité de gardiens dans lequel il y a majoritairement des citoyens qui vivent sur cette lagune et des représentants de l'État. Et un troisième, ce comité-là, pardon, il énonce les actions à mener pour respecter et atteindre les objectifs fixés par les scientifiques. Et donc on part vraiment d'un postulat très, très différent de celui qui est le nôtre aujourd'hui. Et le troisième comité, le comité de surveillance, est composé d'élus locaux et de représentants de la société civile et du monde économique. Et donc de cette manière-là, et je pense que c'est assez intelligent, on essaie de conjuguer les connaissances, les expériences, mais aussi les légitimités de toutes les personnes présentes pour que, certes, on reste entre citoyens humains, mais on essaie de se décentrer de la question strictement anthropocentrée, qui sont l'assouvissement de besoins économiques immédiats, et pas souvent, malheureusement, corrélés au bien-être du milieu lui-même dans lequel nous sommes et dans lequel nous vivons. Et donc, il y a tout un tas, en fait, de voies à étudier, de possibilités à créer. C'est toute la force, justement, de notre programme d'expérimentation, c'est de travailler à partir des territoires, à faire dire aux gens localement comment ils voudraient s'organiser, comment ils voudraient recréer des instances de démocratie. Alors, les conventions citoyennes, c'est un modèle assez imparfait, c'est de la démocratie directe, mais résumée à un très petit panel de personnes. Donc, on pourrait considérer que ils ne sont pas représentatifs, pas majoritaires, etc. Mais ça a l'effet, et pour avoir accompagné la Convention citoyenne pour le climat, très intéressant de placer des citoyens, pour une fois, dans la possibilité justement d'avoir une responsabilité, une place, une voix. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que dans la gouvernance de l'eau, eh bien, il y a très rarement des citoyens. Très rarement, et que même c'est les associations qui sont censées représenter les meilleurs intérêts du milieu sont ultra minoritaires et sont considérées comme des usagers. Et donc, tout notre modèle de pensée et cette structure démocratique ne répond pas aux enjeux du XXIe siècle parce qu'elles sont l'héritage aussi, bien souvent, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on s'est reposé cette question des institutions. Mais ce qui était vrai à la sortie de la Seconde Guerre mondiale ne l'est plus aujourd'hui. Et on a vraiment besoin de mettre au cœur de nos réflexions cette fameuse question de la démocratie environnementale, mais de la démocratie en général. Et donc, sur le classement et finalement la question du respect de la protection et de nos engagements vis-à-vis de la nature, pour moi, justement, ça touche à cette question ultra sensible de quelle valeur nous plaçons dans le vivant. Et est-ce que le développement immobilier, est-ce que la création de logements et la question du coup de la légitimité avec la question des droits de la nature et de la préservation de sites archéologiques ou patrimoniaux est correctement organisé et suffisamment fort, on le voit bien dans de très nombreuses décisions, malheureusement non. Et c'est justement, je pense, lié au fait que la nature n'a pas suffisamment de place. Nous n'accordons pas suffisamment d'égard à ces entités autres qu'humaines, à ces milieux de vie, et ces fameux intérêts économiques et ces valeurs donc de développement, de progrès, d'innovation, etc., sont très souvent prioritaires par rapport à des considérations de long terme pour le mieux-être de la collectivité, mais sur plusieurs générations. Et donc, il y a vraiment ce besoin il ne s'agit pas, dans le mouvement des droits de la nature, de supprimer le droit de l'environnement, mais de lui redonner une base différente en reconnaissant et en partant du postulat
tout à fait différent, que la nature n'est pas un ensemble de ressources, de matériaux, de services écosystémiques comme on l'entend souvent, mais au contraire que la nature est une entité à part entière, une communauté de vie dans laquelle l'être humain doit s'inclure, et c'est ça l'axiome, le paradigme dans lequel doivent être pensées ensuite les activités humaines. Et très souvent, malheureusement, nous faisons l'inverse, nous pensons les activités humaines et tentons ensuite d'adapter les milieux de vie à nos activités et à nos modes de développement. Et c'est exactement ce qui cause l'effondrement du vivant aujourd'hui. Oui, merci pour votre engagement, merci pour tout ce que vous nous dites, tout ce que vous nous dites nous fait beaucoup de bien. La situation est terrifiante. L'Équateur, la Nouvelle-Zélande, les îles Loyauté donnent l'exemple. En revanche, les grandes puissances ont des positions qui sont déplorables. Le chantier est donc colossal. C'est incompréhensible parce qu'il en va de notre avenir immédiat. Le renforcement des règles au niveau national, au niveau international, est évidemment une condition indispensable. L'éducation aussi. Il y a une difficulté, et j'aimerais avoir votre opinion à propos de ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience mondiale sur ce risque dont parlait Jacques Chirac, qui a maintenant, je ne sais pas, 20 ou 30 ans, en disant « la maison brûle et nous regardons ailleurs ». Pourquoi est-ce que la protection du vivant, qui est pourtant la priorité numéro 1, ne nous concerne pas tous immédiatement et de façon urgente? Est-ce qu'il n'y a pas là un problème lié à tout simplement la communication? On va pouvoir renforcer les règles, on va pouvoir faire de l'écocide un crime. Ça ne pose pas de difficulté technique, dès lors qu'il y aura une volonté de le faire. Et non plus un délit, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais tout cela semble un peu dérisoire dès lors qu'on n'aura pas essayé de résoudre ce problème fondamental. Et cette communication, aujourd'hui, première chose, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est déficiente? Deuxième chose, comment pourrait-on la renforcer? Et à titre d'exemple, en tant que citoyen, je vous donne un élément reçu et vécu par rapport à cette communication. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'il y a un réchauffement climatique et dans 20 ans, il fera 2 degrés de plus, lorsque vous êtes un simple citoyen et vous raisonnez par rapport à vous-même, à votre intérêt propre, vous dites, bon, très bien, au lieu de faire 25 degrés cet été sur les plages, il fera 27 degrés. Très bien, bon, on passera un peu moins de temps sur la plage, un point, c'est tout. Donc je voulais vous poser cette question à propos de cette communication qui, dans à l'ère de la communication permanente, intégrale, constante et déterminante, est-ce que la communication autour de ce problème central, vital, essentiel, ne pourrait pas être renforcée et améliorée? Est-ce que c'est une piste de réflexion que vous avez, vous et ceux avec qui vous travaillez? Merci on va laisser, il est déjà 9h35, donc ce que je propose... Ah, pardon, François? Oui. Oui, bonsoir, excusez-moi. Il y a quand même des outils qui existent. Par exemple, il y a pour les projets et pour les programmes actuellement, il y a des enquêtes publiques environnementales et malheureusement, alors bon, peut-être que la communication n'est pas parfaite, mais elle rencontre quand même peu de succès. Il y a peu de gens qui s'intéressent aux enquêtes publiques, qui les concernent pourtant lorsqu'il y a un projet à côté de chez eux. Donc une enquête publique permet avec une étude d'impact qui permet de présenter le projet et chacun la possibilité de s'exprimer, et malheureusement ça rencontre peu de succès, donc peut-être que ça prolonge un peu l'intervention de monsieur. Je suis vraiment ravie que vous abordiez cette question. Il y a aujourd'hui une fabrique du doute qui a été créée aussi par des pouvoirs économiques qui font que, de toute façon, on ne lutte pas à armes égales.
C'est le cas malheureusement de très nombreuses situations, depuis l'industrie du tabac jusqu'au dérèglement climatique. Et quand on voit la faiblesse des moyens des associations de protection de l'environnement, mais aussi des structures scientifiques, forcément il y a aussi une course qui est difficile à gagner dans la communication. Mais pour autant, la question, je repars de la question du crime délit d'écocide. Nous avions tous les médias derrière nous et derrière les citoyens pour obtenir le crime d'écocide. On a passé un temps assez considérable à expliquer la différence entre les deux, et je pense qu'on avait gagné cette bataille culturelle dans l'opinion publique. En revanche, derrière, toutes les entreprises, notamment du secteur du BTP, se sont organisées pour faire tomber ce texte. Et en toute honnêteté, quand j'ai rencontré le ministre de la Justice, il a lu des notes qui, je pense, lui avaient été transmises par les représentants patronaux. Hein. C'était pas, je pense qu'il y comprenait strictement rien à ce qu'il était en train de lire, et que malheureusement, ça aboutit à ce texte qui est profondément inutile. Et donc, renforcer la stratégie et faire ce lien, pour moi, il passe essentiellement par en ce moment, par le fait d'appuyer sur le lien entre droit humain et droit de la nature, pour que chacun justement se sente concerné. Parce que, et les scientifiques le disent, hein, ça fait des années qu'on alerte, ça ne fonctionne pas, parce que dans les chiffres, dans les statistiques, dans les graphiques, il n'y a pas suffisamment d'émotions et de sentiments de lien qui font qu'effectivement les humains se sentent concernés directement par ces enjeux-là. Et je pense que la question des droits permet de faire un lien plus direct entre la question environnementale et nos vies, nos existences, mais aussi nos responsabilités vis-à-vis de ce milieu-là. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Devenir gardien de la nature, parce qu'il s'agit justement de réveiller ce sentiment d'appartenance et surtout cette responsabilité dans cette grande cause. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé la plateforme de formation, parce qu'il faut absolument renforcer le message, le rendre accessible à tous, faire en sorte que on donne ce savoir et qu'on le rende accessible et diffusable. D'ailleurs, je le dis comme ça, mais il y a une collecte en cours. Hein. Si vous voulez participer et nous soutenir à le faire, vous pouvez tout à fait le faire. C'est un petit moment d'autopromo à la fin, mais voilà. On utilise tous les canaux possibles et imaginables. Si vous voulez faire, vous n'avez pas envie de le financer, mais que vous avez quand même envie d'agir, on a une pétition sur change.org sur les droits de l'océan que vous pouvez retrouver. Et on est déjà plus de 33 000 à avoir signé. Donc les gens se sentent concernés en vérité par ces sujets-là et ont envie d'agir, je pense. Et pour faire le lien avec ce que vous disiez, il se trouve que j'ai une autre casquette, je suis garante du débat public auprès de la Commission nationale du débat public. Je ne crois pas que les gens aient un désamour, honnêtement, parce que j'en ai mené quelques-uns et les gens viennent tard le soir, même parfois après le travail, et s'intéressent à des sujets ultra complexes pour lesquels les porteurs de projets leur donnent des dossiers de 300, 400 pages. Et heureusement qu'on a cette institution, la Commission nationale du débat public, pour simplifier, pour rendre accessible la connaissance, pour faire appliquer le droit du citoyen à l'information en matière environnementale et à la participation à la décision. Et aujourd'hui, et c'est important que vous le souligniez, il y a une vraie menace. C'est un décret qui a été écrit et qui vise à couper dans 60% de la compétence de la Commission nationale du débat public, qui vise à supprimer la compétence de cette commission qui est le service public du débat et de la démocratie environnementale. Et pourquoi ? Eh bien parce que les ministères en charge de l'économie, de l'industrie veulent accélérer l'implantation d'industries en France, veulent couper en fait dans les débats pour gagner du temps et plus rapidement réindustrialiser notre territoire. Sauf que très concrètement, je pense que ça va ajouter de la crispation, de la colère. Parce qu'on a besoin de débat, on a besoin de prendre le temps en France, on a besoin d'être informé correctement. Vous citiez les études d'impact. Il y a un documentaire, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a mis le doigt sur le caractère totalement biaisé de certaines études d'impact, où justement les cabinets d'études qui sont censés fournir les informations en matière environnementale, parce qu'elles sont financées et payées directement par les porteurs de projets, pondent des études qui sont en vérité pas du tout représentatives. Moi, je l'ai vécu en Guyane française. C'est le cabinet Biotope, d'ailleurs, qui est directement visé par ce documentaire, par cette enquête, qui a mis en lumière uniquement les impacts
que l'entreprise voulait bien mettre en lumière en matière environnementale. Et quand on s'est rapproché d'ingénieurs, en fait, eux ont mis le doigt sur le fait que cette mine n'était en vérité pas une mine d'or, mais bien une mine d'arsenic et de métaux lourds et extrêmement dangereuse pour la santé humaine. Et ça, on n'aurait jamais pu le savoir si on ne s'était pas adressé justement à des personnes qui n'avaient pas d'intérêt direct dans la création de connaissances scientifiques qui étaient en fait biaisées par le fait qu'il y avait un débouché industriel à tout ça. Donc ça pose vraiment des questions aujourd'hui de l'avenir de notre démocratie environnementale, de notre capacité à agir valablement, de manière libre, préalable, éclairée, en matière environnementale, parce que si on coupe dans le débat démocratique, malheureusement, on risque de conjuguer la violence. C'est ce qu'on voit dans de nombreuses situations sur les bassines, sur les projets d'autoroutes. Est-ce qu'on a envie de voir plus de violence sur notre territoire parce que plus d'incompréhension, parce que plus d'incapacité à se parler pour prendre des décisions ensemble? Et je pense que justement, ce sujet, il est vraiment primordial et les droits de la nature répondent véritablement à cette logique de prendre du temps, de créer un nouveau cadre de pensée dans lequel celui qui gueule le plus fort n'est pas forcément celui qui a raison à la fin, qu'on prenne de la distance avec les intérêts court-termistes, économiques, immédiats, qui guident souvent la logique, c'est-à-dire il faut créer de l'emploi, il faut réindustrialiser la France, souvent sous l'effet de la peur et de la pression. Et donc on a absolument besoin, à mon sens, de repenser ça, et les droits de la nature nous permettent d'élargir la focale, de placer un sens nouveau justement dans ce système de valeurs où on réécrit tout simplement d'une part le développement de la démocratie demain, et ça a très bien été dit, comment on se pose la question de la représentation du vivant et des intérêts humains et autres qu'humains avant de prioriser les intérêts court-termistes et corporatistes, et on réécrit du coup aussi tout ce qui fonde notre société dans ses valeurs, dans son droit, dans l'éthique qui nous guide aussi par rapport aux autres. Donc toutes ces questions, elles sont justement un peu ce qui nous anime au quotidien avec Wild Legal et qui nous amène à penser que les droits de la nature peuvent justement être une solution viable dans notre territoire aussi. Bien, merci Marine. Donc nous sommes dans le timing qui est le nôtre, c'est-à-dire de finir à peu près à 9h45. Naturellement, vous aurez la possibilité de continuer à échanger de manière informelle avec Marine à la sortie en buvant un autre café. Et pour conclure, je donne la parole à Thierry Zaveroni, le grand maître de la Grande Loge de France, qui va nous dire quelques mots. Merci Marine de votre conférence publique. Je voulais vous dire que de nombreux mots qui ont été utilisés ce matin rentrent vraiment en résonance avec les maçons que nous sommes. La protection de la dignité humaine, bien entendu, mais aussi vous avez abordé la négation de l'autre, et puis également l'effondrement du vivant. Je voulais vous dire que, et c'est un aspect qui n'a pas été abordé, il y a quand même aujourd'hui un rôle important dans l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire que je pense que par ce prisme-là, il faut que nous sensibilisions nos enfants. Et vous avez fait un très bel ouvrage, Le gardien de la forêt enchantée, et qui permet effectivement de sensibiliser les plus jeunes. Et voyez-vous, les plus jeunes sont attentifs à la nature, parce qu'il y a une réelle relation avec la nature, parce qu'ils parlent le langage des oiseaux, et que eux, ils comprennent l'intérêt. Hier après-midi, j'étais chez moi, et ma dernière fille qui a 5 ans, elle m'a dit « Papa, viens, on va jouer dans le jardin, il fait beau ». Et elle ramassait quelques pâquerettes dans le jardin, et c'était un véritable bonheur. Il y a une forme d'osmose entre la nature et les enfants. Et je pense que c'est dans le cadre de l'éducation, nous devons effectivement les sensibiliser. Et en sensibilisant cette génération et même nos jeunes adultes aujourd'hui sont quand même touchés par cela, je pense que ce défi sera en tout cas relevé. Dans les 3 défis que vous avez évoqués, à juste titre, il y a un défi, alors je n'aurais pas la prétention de dire qu'on le relève, mais le défi de la rupture humain-nature. J'ai proposé cette année, dans le cadre des réflexions à l'étude des loges,
à la sagacité de nos loges symboliques de travailler sur l'humain, le vivant et la planète. Et on est vraiment totalement en osmose avec votre intervention de ce matin. Après la fin de vie et ensuite l'intelligence artificielle, nous invitons nos membres à réfléchir dessus parce que tout simplement, c'est notre avenir qui est en jeu, l'avenir de notre planète. Voilà. Donc un grand merci pour la qualité de votre intervention, un grand merci aussi pour le combat que vous menez au quotidien. Et je voulais, au nom de la Grange de France et également avec mon ami Dominique, vous offrir le livre-objet de la Grande Loge de France qui évoque les 3 siècles d'existence de notre obédience, avec également des thématiques qui tournent autour de l'humain, qui devraient, en tout cas, rentrer en écho avec votre démarche. Merci. Bon, merci beaucoup.